Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va pouvoir passer à un sujet un petit peu plus concret. On va enfin s'intéresser aux protocoles eux-mêmes, après la théorie. Donc on va commencer par le bas de la couche, des couches du modèle OSI, avec Ethernet. Et on passera ensuite à l'IP, au TCP et à l'UDP. Donc nous allons voir dans cette vidéo une rapide présentation du protocole Ethernet, l'adressage des paires, donc les adresses MAC, leur structure, l'algorithme d'accès aux médias et enfin la structure des trames Ethernet. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le protocole Ethernet? Donc c'est un protocole réseau fait pour les LAN, donc il implémente la couche 1 physique du modèle OSI. Donc on peut avoir de l'Ethernet sur réseau câblé, aussi bien sur paire torsadée, coaxiale que fibre optique. À bande de base bien entendu, donc par opposition aux larges bandes type ADSL, donc c'est pour ça qu'on l'utilise d'ailleurs dans les LAN. En revanche, il ne s'applique pas au CPL qui a ses propres normes. D'accord. Donc ça pour tout ce qui est vraiment câblé hors CPL et ADSL, etc. Et ensuite, il implémente également la couche de liaison du modèle OSI, donc ce qui va permettre de communiquer entre deux paires. Donc on va avoir ici la définition d'une adresse MAC, etc. Donc généralement, quand on parle d'Ethernet dans les différentes couches du modèle OSI, on va dire que c'est un protocole de couche 2, même s'il implémente une partie de la couche 1. Donc il est défini par la norme I3E 802.3. Donc c'est une norme qui du coup est utilisée par tout le monde aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une norme qui fait partie de la famille de normes réseau 802, comme son nom l'indique, qui définit quasiment tout ce qu'on utilise sur le réseau aujourd'hui. Et un autre protocole que vous connaissez de la même couche sans doute que vous connaissez, donc c'est le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi nous permet lui de faire la même chose, mais en revanche pour les réseaux sans fil. Donc lui, ça sera la norme 802.11, donc c'est un protocole différent. Il est quasi identique à l'Ethernet concernant la couche liaison, donc on a aussi la question des adresses MAC, etc. Mais bien entendu, il y a quelques ajouts par rapport aux spécificités du sans-fil, comme par exemple l'identifiant réseau, la possibilité de faire une découverte des différents réseaux disponibles, l'association, etc. Bref, tout ce qui n'est pas lié à un simple branchement de fil. Avec l'Ethernet, on a simplement à brancher notre câble, comme ça on est connecté au réseau auquel on s'est branché. Si on a plusieurs câbles à disposition, c'est le branchement du câble qui fait ça, pas besoin de l'intégrer avec un protocole. Alors qu'avec le Wi-Fi, on a plusieurs réseaux à disposition sur les ondes autour de nous, et il faut pouvoir caractériser ces réseaux pour s'y connecter. D'où l'identifiant réseau, la possibilité de découvrir les différents réseaux disponibles, l'association, donc le fait de brancher le câble Wi-Fi, entre guillemets, pour faire une analogie avec l'Ethernet, etc. Donc, revenons à notre protocole Ethernet. Ce sujet est également applicable pour le Wi-Fi. Donc, l'adressage des paires. Donc, pour avoir un adressage dans la couche 2 du modèle OSI, on va utiliser l'adresse MAC, donc Media Access Point. Donc, c'est une sous-couche de la couche liaison qui est utilisée aussi bien par l'Ethernet que le Wi-Fi, le Bluetooth, l'ATM, le Token Ring, le Zigbee, etc. C'est vraiment un modèle extrêmement répandu. Généralement, quand on parle aujourd'hui d'adresse dite physique, ou plutôt d'adresse de liaison, devrait-on dire, mais généralement on dit adresse physique, on parle de l'identifiant qui nous permet d'identifier notre carte Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ensuite, au-dessus, on aura l'identification de notre machine pour la couche réseau. Donc là, ça sera l'adresse IP. On en reparlera ensuite et très longuement dans le chapitre suivant. Donc, ici, l'adresse MAC, c'est une adresse qui est stockée sur la carte ou l'interface réseau. Donc pensez bien qu'à priori, elle est censée être unique pour chaque carte. En tout cas, elle est censée identifier clairement une carte. Dans les faits, sur beaucoup de cartes, grâce à certains drivers, on pourra modifier cette adresse MAC. Donc beaucoup partent du principe que cette adresse MAC permet d'identifier une machine. On pourra parfaitement, par exemple, filtrer l'accès à un réseau par rapport aux adresses MAC. C'est ce qu'on fait souvent sur le Wi-Fi. Vous avez dû déjà le faire sur votre box pour dire, ben voilà, cette machine peut accéder au réseau. Dans les faits, étant donné qu'on peut modifier l'adresse MAC d'une interface, un utilisateur
mal intentionné peut très bien donner l'adresse MAC d'un hôte autorisé sur votre réseau à sa propre carte et ainsi intégrer le réseau. Voilà. Généralement, ce sera tout de même quelque chose que peu de personnes seront capables de faire au quotidien. Donc, pour utiliser ces adresses MAC, en fait, on va avoir une adresse source et une adresse de destination dans les trames Ethernet, on le verra par la suite. Donc cette adresse est codée sur 48 bits, soit 6 octets, qu'on va généralement représenter sous forme hexadécimale. On va séparer chacun des deux chiffres hexadécimaux, donc un octet est représenté par deux chiffres hexadécimaux, par des doubles points. Donc dans notre exemple ici, par exemple 5E, FF, 56, etc., on a ici le premier octet c'est 5E, le deuxième octet FF, etc., etc. Parfois on pourra les voir représentés séparés par des tirets, ce sera un petit peu plus rare. Donc ensuite, la structure d'une adresse MAC, pour aller un petit peu plus loin. Donc, comment est constituée notre adresse MAC? Donc l'adresse MAC, je vous l'ai dit, elle est codée sur 6 bits. Il y a en fait deux groupes de 3 bits. Le premier groupe, enfin deux groupes de 3 octets, pardon, 6 octets et deux groupes de 3 octets. Donc le premier groupe de 3 octets est un groupe réservé pour les différents constructeurs. Donc en fait, si vous étudiez l'adresse MAC qui vous est fournie pour une carte Ethernet, vous pouvez en théorie savoir de quel constructeur cette carte Ethernet est issue, ou cette carte Bluetooth, ou Wi-Fi, etc. Dans les faits, comme je vous l'ai dit, on peut modifier cela pour certaines cartes. Donc dans les faits, il ne faut pas totalement s'y fier. Donc dans ces trois premiers octets, on a en fait le premier octet, donc composé de 8 bits, qui va nous permettre d'avoir une signification particulière par rapport à ces deux derniers bits. Donc on a les bits 1 et les bits 2. Le bit 1, il va nous permettre, on va l'appeler le bit IG, il va nous permettre de déterminer si l'adresse MAC est une adresse d'unicast, donc pour s'adresser à une carte en particulier, donc votre carte Ethernet, Wi-Fi, etc. Donc là, c'est si ce bit a la valeur 0, donc notre premier octet, par conséquent, aura une valeur paire. Donc paire en hexadécimal, ça veut dire les chiffres pairs décimaux plus A, C ou E. Ce bit, s'il prend la valeur 1, on adresse en fait du multicast ou du broadcast. Donc ça va être en fait pour dire on communique avec n'importe quelle machine. On envoie cette information pour n'importe quelle paire. Donc ici, on aura donc notre premier octet impair, également B, D ou F, étant donné qu'on est en hexadécimal. Ensuite, le bit 2, appelé bit UL, donc pour unicast, pour unique et locally. Donc il va pouvoir avoir comme valeur 0 ou 1, c'est normal, on est dans du binaire. 0, ça sera pour indiquer que c'est une adresse universelle, donc une adresse qui se conforme au format établi par la norme de l'I3E. Et si ce bit a une valeur de 1, c'est pour en fait indiquer une adresse locale. Donc utilisée a priori que par vous, etc. Ensuite, les trois derniers octets définissent l'adresse unique de votre machine par rapport au constructeur. Donc, trois premiers octets, le constructeur, trois derniers octets indiquent l'adresse de cette carte afin que cette adresse soit unique. Donc comme ça, on pourra différencier les différentes cartes réseau d'un même constructeur. Ensuite, concernant l'accès aux médias, donc comment Ethernet va définir l'accès aux médias. En fait, cela va être défini par le protocole CSMACD. Donc CSMACD, c'est pour Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Donc, parlons tout d'abord de la première partie, le CSMA. Donc lui, c'est celui qui va définir l'accès multiple avec écoute de la porteuse. Donc il va écouter le média pour vérifier qu'aucune autre station ne transmet des données dessus. S'il reçoit un signal, il ne va pas aller émettre des informations. Donc s'il n'y a aucun signal sur le média, et seulement s'il n'y a aucun signal, il va pouvoir émettre. Donc comme ça, grâce à déjà cette première partie de l'algorithme, on évite les collisions. Je rappelle, une collision, c'est quand deux signaux se rencontrent sur un même média, du coup se superposent, se modifient, ce qui supprime l'information qui était censée être envoyée par ces deux différents signaux. De fait,
Cette partie de l'algorithme ne suffit pas pour éviter totalement les collisions, étant donné qu'il peut y avoir une latence sur notre média. Le média a une certaine longueur, donc quand on envoie un signal à un bout, le moment où on l'envoie, il peut ne pas être détecté à l'autre bout. Donc du coup, on va mettre en place une détection des collisions. Donc ça c'est la deuxième partie, le CD, With Collision Detection. Donc qui lui va détecter s'il y a eu collision, et s'il y a eu collision, va réémettre le même message, après un délai aléatoire. Donc j'ai synthétisé ça via un petit schéma algorithmique, un petit algonigramme sur votre droite. Donc on démarre la procédure d'envoi d'un message, on va écouter le média. Si il y a signal, on effectue une attente aléatoire et on va réécouter le média. S'il n'y a pas signal, et seulement s'il n'y a pas signal, on va pouvoir transmettre. Si, après transmission, il y a eu collision, lors de la transmission, il y a eu collision, dans ce cas-là, ça veut dire que le message n'est pas arrivé à son destinataire, qu'il va falloir réattendre pendant un certain temps, cette attente est aléatoire elle aussi, et recommencer la procédure depuis le début. Donc écouter, est-ce qu'il y a un signal, etc. Et on va répéter ces opérations jusqu'à ce qu'on ait pu transmettre nos signaux. Si il n'y a pas de signal sur le média, donc on a pu transmettre et qu'il n'y a pas eu de collision, dans ce cas, le signal a bien pu être envoyé, c'est la fin de notre opération d'envoi. Donc tout cela va permettre de partager le même média entre deux paires. Il n'y a pas de système de jetons ni de priorité d'émission. Seul cet algorithme permet d'éviter les collisions, ou du moins d'agir en conséquence. Ensuite, la question des trames. Donc je rappelle, modèle OSI, les trames c'est le PDU de la couche liaison, Protocol Data Unit, donc l'élément qui sera envoyé sur la couche liaison. Donc cette trame définit bien entendu une en-tête, un corps et un en-pied. Dans l'en-tête, on aura l'adresse MAC de destination et l'adresse MAC source. Donc l'adresse MAC du destinataire du message, du destinataire de la trame, et l'adresse MAC de celui qui l'a envoyé, de l'émetteur. Ensuite, on a un troisième champ, c'est l'Ethertype. Donc l'Ethertype, c'est ce qui va permettre de définir le protocole de couche supérieure qui a été utilisé. Donc le paquet, quel est le type du paquet, quel est le protocole du paquet, qui a été encapsulé dans le corps de notre trame. Donc un exemple, le 0800, donc c'est de l'hexa, va nous permettre de dire c'est de l'IPv4, Internet Protocol version 4 qu'on va voir par la suite, qui a été encapsulé dans notre trame. Je vous ai donné un petit lien ici cliquable pour aller consulter une liste assez complète des codes correspondant aux différents protocoles qu'on pourra utiliser sur la couche supérieure, donc la couche réseau. Donc, nous avons fait le tour de notre protocole Ethernet. Nous avons vu dans cette vidéo le protocole de liaison le plus courant Ethernet. Petite remarque au passage, d'où vient le mot Ethernet? Ethernet, c'est tout simplement, ça vient du mot éther. Donc l'éther, c'est l'espace, entre guillemets, théorique dans lequel on envoie nos informations au niveau de la couche liaison. Voilà, un petit peu l'historique de la chose. Donc, ça nous a permis de voir l'adressage physique, MAC, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin que l'Ethernet. Le CSMACD, donc l'accès aux médias, l'algorithme d'accès aux médias qu'utilise Ethernet, et enfin la structure d'une trame Ethernet. Donc cela conclut notre présentation du protocole Ethernet, et nous allons pouvoir directement passer aux couches supérieures avec le protocole IP dans sa version 4 et 6, ce que nous approfondirons encore dans les chapitres suivants. A tout de suite pour la présentation d'IP.